Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, l'affaire des élèves voilés de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. Comme elle l'avait annoncé, l'école a refusé d'admettre les filles dans les salles de classe ce matin. Le bras de fer se poursuit tandis que des tractations seraient en cours avec le ministère de l'Éducation nationale. Le meurtrier de la Sénégalaise Lalla Camara, condamné à perpétuité par un tribunal de Manchester. Le père de la victime réagit dans ce journal et exprime son soulagement. Le contre-coup des exonérations fiscales en vue de relancer le tourisme en Casamance. La commune de Djembereng n'arrive plus à collecter assez de ressources pour faire face à ses dépenses sociales. Violences xénophobes en Afrique du Sud, des Sénégalais donnent leur avis dans ce journal. Entre condamnation et avertissement. Vous entendrez également un étudiant tchadien rencontré à la sortie de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Dakar. À suivre notre reportage Tamkharit du jour, nous nous intéressons aujourd'hui à l'une des nombreuses spécificités sénégalaises de l'Achoura, les 2e, 3e et 4e femmes qui servent le couscous de la Tamkharit à d'autres épouses en ménage polygame, mais plus anciennes qu'elles dans l'ordre d'arrivée. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Xénophobie en Afrique du Sud, Pretoria hausse le ton et ferme son ambassade à Lagos de façon provisoire. Pour le professeur Moussa Diaw, spécialiste de relations internationales, le mutisme de l'Union africaine est à condamner et le laxisme des autorités sud-africaines également. Et en Guinée-Conakry, le président annonce de larges concertations sur la constitution. L'opposition conteste. À tout à l'heure, Binta Diallo, pour le développement de tous ces titres. Pour les titres de l'actualité sportive, bonjour, Cheikh Diagne. Bonjour à vous, Souleymane Niang. Mondial masculin de basketball, le 3e match, 3e défaite pour les Lions, battus ce matin par le Canada. Vous entendrez notre envoyé spécial à Dongguan, handball CAN junior filles. Les Lions se livrent en l'instant le match d'ouverture contre la République de Guinée. Phase nationale de l'ONCAV, c'est les Navétanes. Ce soir, les demi-finales, 4 régions sont représentées. Rendez-vous avec vous également pour le développement de ce menu tout à l'heure. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. La direction de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc avait prévenu les parents des élèves qui s'étaient présentés à la rentrée des classes avec le voile islamique mardi dernier. Ce matin, la vingtaine d'élèves vêtus de leur hijab ont été admises dans l'enceinte de l'établissement et aussitôt regroupés dans un amphithéâtre pour que leurs parents viennent les chercher. Dans l'attente, les élèves disent qu'elles ont été strictement surveillées, même quand elles allaient aux toilettes. Côté direction, personne n'était disponible pour nous parler. Reportage Salimata Aou. Le portail de l'institution est fermé. Un policier et un vigile défilent. Pour y accéder, il faut passer par le détecteur de métal. À l'intérieur, des parents accompagnés de leurs enfants attendent leur tour. Impossible d'échanger avec la presse, nous notifie le standardiste. D'accord, merci M. Diaw, bonne journée. Dehors, Nour Bourgi voilé, l'air inquiète, explique sa mésaventure de ce matin. On est rentré en groupe de voilés. On s'est fait un petit groupe avant de rentrer. Puis quand on a traversé le portail, un surveillant est venu nous chercher. Il nous a dit « Suivez-moi ». On est parti à l'amphithéâtre et il est venu, il nous a dit de nous asseoir. Madame So, la CPE est venue. Elle nous a tous appelés, elle a fait l'appel et ils nous ont laissés là-bas. Sans rien faire. Nour poursuit. Elles sont au nombre de 20 à attendre dans l'amphithéâtre. Et même pour aller aux toilettes, elles sont surveillées. On s'est dit qu'on n'allait pas venir l'après-midi parce que ça a servi à rien. Et même pour aller aux toilettes, ils commençaient à nous suivre, les surveillants. Ils envoyaient des surveillants pour nous suivre aux toilettes. Et ils n'ont pas respecté notre vie privée. Aux toilettes, c'est exagéré. Quand je voulais partir aux toilettes, je demande au surveillant. Il vient, il donne à la surveillante, va la suivre. Une situation embarrassante pour cet élève en classe de 3e qui déclare ne rien comprendre. Ça m'a fait mal. Je pensais que j'ai été surprise qu'on me laisse rentrer. Et qu'après on me met à l'amphithéâtre, ça m'a fait mal. Je suis venue à l'école, on m'a dit de ne pas mettre de body. J'ai pas mis de body, mais aussi je ne peux pas dépasser la limite d'enlever le voile. Ça m'a fait mal qu'ils me laissent comme ça. Toutes les voilées sont en train d'attendre leurs parents pour sortir. Les cours ont démarré à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc depuis mardi. Seulement, le démarrage n'est pas effectif pour tous les élèves à l'instar de celles qui ne se soumettent pas.
au règlement intérieur de l'institution. Des tractations seraient en cours avec le ministère de l'Éducation nationale, mais la direction de l'établissement contacté ce matin nous a répondu qu'elle n'avait pas encore reçu de convocation pour une éventuelle rencontre avec le ministre. Dans cette affaire, je vous propose d'entendre la position de l'islamologue Dr Khadim Mbacké. Sainte Jeanne d'Arc doit respecter les croyances des uns et des autres. Elle doit rester une institution tolérante, nous a-t-il dit. Dr Khadim Mbacké, interrogé par Pape Bessidiba. Il faut respecter la laïcité de l'école, dans ce sens que tous les élèves doivent jouir de leur liberté de conscience et se porter en respect de leurs croyances. Puisque je ne vois pas ce que le fait de porter un voile peut constituer une menace pour le bon fonctionnement de l'école. Donc je pense que les parents d'élèves doivent persister dans leur position qui est tout à fait légale et soutenir leurs enfants. Si maintenant l'institution persiste de son côté à interdire l'accès à l'école à ces élèves-là, il faut tout simplement qu'on les retire de l'école. Il faut qu'on les inscrive ailleurs. Parce que je pense qu'il est tout à fait dans l'intérêt de l'institution Sainte Jeanne d'Arc de ne pas se donner une mauvaise image. Puisque jusqu'à ici, on l'a considérée comme une institution d'excellence, une institution tolérante. Donc le fait de prendre cette décision-là, qui est discriminatoire à mon avis, risque de lui faire une très mauvaise publicité. Et puis rendez-vous tout à l'heure dans Point de vue, nous parlerons de la laïcité en milieu scolaire. Nous serons avec deux experts en la matière pour discuter de ce sujet. Toujours dans le domaine de l'éducation, cette affaire de détournement présumé de fonds qui secoue le collège d'enseignement moyen et technique de Diourbel. À l'origine, 25 millions de francs CFA que M. Ali Ngouille Ndiaye, ancien pensionnaire de l'établissement, avait mis à la disposition de l'école pour sa réhabilitation. L'intersyndicale des enseignants parle de nébuleuse et indique l'ancien inspecteur d'académie et l'ancien gouverneur de la région. Elle menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Le détail avec Babacar Diouf. Le premier CM de Diourbel, ex-CMT, était dans un état de dégradation très avancé. Lors d'une visite à Diourbel, l'ex-ministre des Mines avait promis sa réhabilitation à coût de 50 millions. Un budget exécuté à 50% selon l'actuel ministre de l'Intérieur, ancien pensionnaire du CMT de Diourbel. Les premiers 25 millions ont été effectivement virés. J'en ai donné la preuve au gouverneur. Mais au regard de ce qui a été fait, les syndicalistes de l'enseignement établis à Diourbel soutiennent le contraire. Il y aurait un détournement de fonds. Modou Sarr, porte-parole du G7. Donc ils ont détruit le terrain de basket, ils ont essayé de retaper 5 salles de classe et ça a été très mal fait d'ailleurs et ils nous ont dit que les 15 millions étaient épuisés. On avait pris acte et on était dans une situation d'attente pour la deuxième tranche de 10 millions qui devrait peut-être parvenir incessamment. Nous avons tout fait pour avoir les bonnes informations. Ils nous ont dit qu'ils attendaient toujours les 10 millions. Mais à notre grande surprise, avant-hier, le ministre Ali Ngouille Ndiaye, qui était là à l'occasion d'une assemblée générale des anciens élèves du lycée, a fait savoir devant tout le monde que les 25 millions étaient tous décaissés. L'ancien gouverneur et l'ancien inspecteur d'académie sont indexés. Le dossier qui a été géré par l'IA sortant, M. Gannasen, ainsi que le gouverneur sortant aussi, M. Mamadou Moustapha Ndao. Tout ce que Diourbel demande, c'est la lumière sur ce présumé scandale financier. Que ce soit les autorités administratives, le gouverneur en personne et l'inspecteur d'académie de Diourbel, que cette affaire soit tirée au clair et dans les plus brefs délais. Sinon, nous, en tout cas, nous n'excluons pas de saisir les plus hautes juridictions de ce pays. Les mis en cause, tous affectés, n'ont pu être joints au téléphone. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. RFM, partout, tout le temps. Évoquons maintenant l'affaire des 94 milliards. Le directeur administratif et du personnel de la Direction générale des impôts et domaines, DGID, disculpe Mamour Diallo dans cette affaire. Il ne peut nullement y avoir de détournement, a dit Mohamed Diaïté, par ailleurs président du conseil départemental de Bunkiling. Il était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. On ne peut pas du tout parler de détournement parce qu'à mon sens, le détournement, c'est la soustraction frauduleuse de fonds publics des caisses du Trésor. En l'occurrence, Mamour Diallo, en tant que directeur des domaines, ne gère pas de fonds publics. Donc, il ne gère pas de budget, sauf le budget de fonctionnement de sa direction, qui ne fait même pas 5 millions. Il s'agit là d'une affaire d'expropriation pour cause d'utilité publique qui a frappé une famille propriétaire
et qui est resté longtemps sans se faire payer l'indemnité compensatrice. Et la famille, comme toute autre personne expropriée qui a ce genre de problème, a contacté des opérateurs économiques. Et l'un des opérateurs économiques s'est proposé de racheter la créance de la famille. Et pour racheter la créance, il a dû se rendre à sa banque pour mobiliser des sommes d'argent nécessaires au rachat de cette créance. Et la banque lui a exigé une lettre de confort du ministre des Finances qui prouve qu'effectivement, la créance est due. Et c'est cette lettre, comme cela est tout à fait normal dans le fonctionnement de l'administration, le directeur en charge de la question, qui est le directeur des domaines, c'est cette lettre qu'il a préparée sous le timbre du ministre des Finances pour la signature du ministre, pour que la banque soit confortée. Et la banque ensuite a avancé, si mes informations sont exactes, une somme de 4,5 milliards que la famille a dû encaisser en avance sur le montant global de la créance. Donc vraiment, je pense que là, je ne défends personne, je ne combats personne, mais il n'y a aucune sorte de détournement de deniers publics à ce niveau-là. L'épilogue dans l'affaire du meurtre de l'étudiante Lalla Camara tuée en mars dernier en Angleterre. Le dossier a été vidé par le tribunal de Manchester. L'accusé Moustapha Dia a été condamné à la prison à perpétuité. Le père de la victime a d'ailleurs assisté au procès. Jean-Paul Ndour. Le verdict est sans appel. Moustapha Dia, le bourreau de Lalla Camara, va passer le restant de ses jours entre 4 murs. Aliou Camara, père de la défunte. Toute la semaine, nous étions à Manchester pour le procès de Lalla Camara. Le procès a pris fin. Le juge a condamné le criminel à vie. Lalla Camara, jeune Sénégalaise de 26 ans, a été tuée à Manchester, en Angleterre, par le jeune Sénégalais Moustapha Dia. Arrêté quelques jours après son acte odieux, il a été condamné à la perpétuité par le tribunal de cette grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. 12h12 et vous écoutez le grand journal sur la RFM. Le marché Castor sera fermé du 21 au 22 septembre prochain. C'est après inspection des lieux que le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, en avait fait l'annonce. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les vendeurs du marché. Ces derniers soutiennent qu'ils ne veulent pas quitter les lieux car c'est leur seul espoir. Adi Maguette Ndiaye, compte rendu. Au marché Castor, chacun va à ses occupations. Ici, les vendeurs disent ne pas être au courant de la décision du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Et pourtant, Abdou Karim Fofana a bel et bien annoncé la fermeture du marché Castor les 21 et 22 septembre pour une opération de désencombrement. Franchement, on ne connaît que ce marché. Mais si l'État décide de nous faire partir, on n'y peut rien. S'il prend sa décision, il l'applique et c'est tout. La mesure ne fait pas l'unanimité chez les occupants des lieux. C'est le cas d'Alpha, ressortissant guinéen. Ce sera très dur pour nous de quitter les lieux. Le Sénégal est un pays de la Teranga. On doit nous laisser ici. Si certains vendeurs ne sont pas d'accord sur la fermeture annoncée du marché, Maman Diouf, elle, y est favorable. Je suis d'accord sur la fermeture. On doit revoir ce marché. C'est pour le bien de tout le monde. Les vendeurs, pour la plupart, veulent rester au marché Castor car, disent-ils, ils sont des soutiens de famille. Je vous le disais dans les titres, la politique d'exonération fiscale menée par les autorités en Casamance dans le cadre de la promotion de la destination touristique déteint négativement sur les revenus fiscaux de la commune de Diembéring. Les obligations sociales et en direction des communautés sont difficilement honorées du fait de la rareté des ressources. Des solutions palliatives sont sollicitées par le maire de la dite commune, Tombong Gueye, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Lamine Ba. Depuis 2015, nous avons traversé des difficultés de trésorerie liées à plusieurs facteurs. Il y a eu d'abord la loi Casamance, comme on l'appelle, la loi qui a accordé des privilèges fiscaux aux entreprises à la suite de la bonne intention de Monsieur le Président de la République de faire de la Casamance une zone spéciale d'intérêt touristique national, n'est-ce pas? À côté, il y a eu la loi d'exonération
qui a été donc votée à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Elle a eu comme effet de démobiliser donc nos différents contribuables qui passaient très très souvent donc au Trésor pour donc les questions de renflouer nos recettes. Vous savez, la commune de Diembéring dépend des recettes touristiques à plus de 96%. Lorsque l'État prend sur lui, même si c'est pour des raisons quand même justifiables, derrière, il y a quand même la volonté de booster donc le secteur par justement une possibilité de capitaliser et plutôt capter des investisseurs, n'est-ce pas? Cette mesure-là se déteint sur la stabilité financière de la collectivité territoriale. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'avoir un budget avoisinant donc le milliard, n'est-ce pas? Si les 96 proviennent du tourisme, 1 milliard, on pourrait se retrouver à moins de 50 millions. Ça s'est beaucoup répercuté sur les différentes décisions que nous avons l'habitude de prendre. Tout autre chose maintenant avec l'Afrique du Sud qui a été ces derniers jours le théâtre d'une série de violences faisant 5 morts et plusieurs blessés. À l'ambassade de l'Afrique du Sud à Dakar, les personnes rencontrées condamnent fermement cette violence et appellent les Sud-Africains à éviter ce genre de situation. Reportage Oumou Kalsoumli. Akeli Zangourou est étudiant tchadien. Il est bien au courant de la violence xénophobe qui sévit ces derniers jours en Afrique du Sud et pourtant, il s'est rendu tôt ce matin à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Dakar pour récupérer son visa. Il trouve la situation inacceptable. Je suis venu prendre un visa, mais bon, je suis mécontent aujourd'hui, quoi. Vraiment, envers l'Afrique du Sud, quoi. Sérieusement, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Imagine un Sud-Africain qui vient dans notre pays. Bon, je vais pas déclarer mon pays, mais s'il vient chez nous et qu'on commence à s'acharner là-dessus, commence à le tuer, commencer à vandaliser sa maison, tuer sa famille, ses enfants. Pour cet étudiant, l'œuvre de Mandela est en train d'être bafouée. Madiba, qui a passé toute sa vie à combattre l'injustice. L'unité, sur la solidarité, sur le fait de s'aimer entre Africains. Bon, déjà pas entre Africains, mais son message est parti jusqu'au monde entier. Ça s'est propagé, tout le monde l'a connu. Et ça, ce qui se passe actuellement, c'est comme une destruction de cette fondation. Pour ce Sénégalais qui habite à côté de l'ambassade de l'Afrique du Sud, les héritiers de la lutte anti-apartheid ont foulé au pied les valeurs acquises par leurs ancêtres sud-africains. Le fait de s'entretuer, c'est déplorable, quoi. En tant qu'Africain, moi je déplore ça, quoi, vraiment. Bien sûr que c'est une honte envers l'Afrique, parce que la peau noire est une peau très chère, quoi. On ne doit pas se tuer entre nous, quoi. Depuis lundi dernier, l'Afrique du Sud a été le théâtre d'émeutes xénophobes sans commune mesure, 7 morts et de nombreux blessés suffisants pour que la communauté internationale s'indigne de la situation. Nous reparlerons de ces violences xénophobes en Afrique du Sud dans un instant dans le journal international. RFM. L'actualité internationale. Comme je vous le disais, les violences xénophobes en Afrique du Sud prennent une nouvelle tournure. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Pretoria, vous l'avez dit, a temporairement fermé son ambassade au Nigeria et rappelé son ambassadeur pour consultation. D'autres pays ont pris des mesures compte tenu de la situation qui prévaut dans la nation arc-en-ciel. Le président du Sénégal a lui tweeté pour dénoncer et appeler à la retenue. Le point avec Koumba Sandiane Faye. 3 jours après les émeutes xénophobes qui ont fait au moins 7 morts et des centaines de commerces pillés et même incendiés, le Nigeria est le premier pays à réagir. Abuja a condamné les attaques contre ses ressortissants. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet de ces violences contre les émigrés africains, notamment ceux venus de son pays. Le président nigérian a annoncé l'arrivée d'un envoyé spécial en Afrique du Sud et il a aussi rappelé son ambassadeur. Plusieurs pays auraient aussi décidé de boycotter le Forum économique mondial sur l'Afrique qui s'est ouvert ce mercredi au Cap, comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Malawi et le Rwanda. Des pays voisins de l'Afrique du Sud, le Botswana et le Lesotho, mais également la RDC, ont mis en garde leurs ressortissants habitant en Afrique du Sud. La Zambie a aussi décidé d'annuler un match de football amical contre l'Afrique du Sud qui devait avoir lieu ce samedi, et ceux-ci soutiennent les autorités zambiennes pour des raisons de sécurité. Le président sénégalais Macky Sall a écrit lui aussi sur son compte Twitter, je cite, les incidents en cours en Afrique du
Sud nous interpelle tous pour l'unité du continent et par respect à la sagesse africaine. J'invite à l'apaisement entre pays et peuples africains. Fin de tweet. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a condamné ces violences, les jugeant inacceptables. Une réaction jugée tardive et faible par différentes organisations de défense des droits de l'homme. Binta Diallo, quelle explication donner au silence de l'Union africaine suite aux sanglants événements survenus en Afrique du Sud? Nous avons posé la question à un spécialiste des relations internationales, professeur Moussa Diao de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il regrette l'attitude de l'UA et le laxisme de Pretoria. Il est au micro de Koumba Sandiane Faye. C'est une xénophobie incompréhensible et c'est tout à fait normal que des responsables africains, des leaders africains, des chefs d'État africains condamnent cette violence spontanée contre des ressortissants africains. Ce qui est incompréhensible par ailleurs, c'est l'attitude de l'Union africaine. L'Union africaine, on ne l'a pas entendu, et dans des situations de cette nature-là, on devrait entendre l'Union africaine condamner cette forme de violence et demander aux autorités sud-africaines de prendre des mesures idoines pour arrêter cette forme de violence, cette xénophobie. Et à mon avis, il faut voir quelles que soient les raisons qui sont avancées, il n'est pas du tout normal que des ressortissants soient des cibles faciles et exposées à des formes de violence. Et d'ailleurs, les mécanismes qu'ils ont choisis rappellent malheureusement certains comportements de la période de l'apartheid, des pneus brûlés, des personnes qui sont attaquées, brûlées vives. Ça, c'est inadmissible dans des situations comme ça, où l'État devrait prendre toutes ses responsabilités et arrêter ces formes de violence qui sévissent en Afrique du Sud. En Guinée, le chef de l'État annonce de larges consultations sur la Constitution. Le président Condé a toujours contesté d'ailleurs la pertinence de la limitation de mandat présidentiel en Guinée. Il a annoncé le lancement de larges consultations sur la Constitution. L'opposition guinéenne dit ne pas vouloir de ces consultations. Elle estime que c'est juste un prétexte pour Condé pour pouvoir changer la Constitution et aspirer à un troisième mandat, son second mandat qui s'achève, Souleymane, en octobre prochain. Et puis en Algérie, le chef d'état-major des armées persiste et maintient la date retenue pour l'élection présidentielle. Le général Ahmed Gaïd Salah insiste sur le calendrier électoral. Il espère que l'élection présidentielle se tiendra selon le calendrier qu'il a précédemment suggéré. Par ailleurs, le général souhaite convoquer le corps électoral le 15 septembre prochain afin d'organiser le scrutin. Gaïd Salah a déclaré que la situation ne peut tolérer plus de retard. Aussi, vice-ministre de la Défense, il a également apporté une nouvelle fois son soutien à la justice dans le traitement des dossiers de corruption. Et cela se passe en France. Souleymane, un coq qui vient de gagner son procès. Son propriétaire a été traduit en justice par ses voisins, ne supportant plus le chant du coq. Tenez-vous bien, le tribunal correctionnel de Rochefort a donné hier à Maurice Lecoq gain de cause en l'autorisant à chanter encore plus fort. Les plaignants doivent verser en guise de dommages et intérêts au propriétaire du coq 1 000 €, soit près de 700 000 francs CFA, Souleymane. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons de la laïcité à l'école à la lumière de la crise qui sévit actuellement à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc avec cette vingtaine d'élèves voilés qui sont interdites d'accès aux salles de classe depuis la rentrée. Pour en parler, nous serons avec le docteur Jean-Alain Goudjabi, enseignant-chercheur en sociologie de l'éducation à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Il est également le directeur pédagogique et des réformes universitaires. Nous serons également avec Babacar Mboup, coordonnateur du collectif Andesam Djikoyi, chercheur en civilisation ancienne, société secrète et religion révélée. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne, pour le journal des sports. Merci à vous, Souleymane. Nous commençons avec le mondial masculin de basketball. Troisième match, troisième défaite pour les Lions, battus ce matin par le Canada. Score 82-60 auparavant. Les Lions étaient battus par la Lituanie et l'Autriche. Aucune nation africaine n'est qualifiée pour le second tour de ce mondial.
Sodetiam. En vue de son 3e match de poule, l'équipe du Sénégal s'est entraînée au complet ce mercredi. Les Lions affrontent le Canada, une équipe qui a aussi perdu ses 2 premiers matchs, ce qui rend cette rencontre beaucoup plus difficile. Moustapha Gaye. C'est un match super important pour nous parce qu'il faut gagner pour... Voilà, Sodetiam qui va revenir donc sur cette défaite concédée par l'équipe du Sénégal. C'était face au Canada, 82-60 pour le match de classement. Le Sénégal croise le 7 prochain, la Jordanie, puis l'Allemagne. Ce sera le 9 septembre. Et puis, Suleiman, nous allons donc donner les résultats des rencontres qui se sont déroulées depuis ce matin. Après cette rencontre remportée par le Canada face au Sénégal, 82-60, la République tchèque a battu la Turquie sur le score de 91-76. Allemagne 96, Jordanie 62. Le Brésil a dominé la formation de Monténégro 84-73. À l'instant, la Grèce est en train d'en découdre avec la Nouvelle-Zélande. L'Australie joue contre la Lituanie. Ces deux formations avaient battu le Sénégal. Et puis retenez aussi qu'il y a d'autres rencontres qui se jouent à l'instant, notamment celle devant opposer la République dominicaine à la France. Les États-Unis joueront contre le Japon. En attendant de retrouver Sodetiam dans un instant, parlons handball. Cannes Junior Filles, les Lioncelles livrent à l'instant le match d'ouverture. C'est contre la République de Guinée, l'Angola, le Congo et le Bénin, le Niger et la Tunisie prennent part à ce tournoi. Nous aurons certainement le temps d'y revenir. Ce sera dans nos toutes prochaines éditions avec cette fois-ci les résultats et les réactions des différents acteurs de ce match Sénégal-Guinée qui se déroule à l'instant. Dans la capitale du Niger, c'est à Niamey, Suleiman. Phase nationale de l'ONCAV. Ce soir, les demi-finales, 4 régions sont représentées. Il s'agit de l'URL de Kaolack qui s'oppose à partir de 20h à Ersan-de-Thiès. Juste après 22h, Dego de Kébémer croise l'équipe de Yamatogne de Ziguinchor. Nous parlons de cette nouvelle destination des Sénégalais, la Belgique, une destination de plus en plus prisée par les footballeurs sénégalais. Baye Diagne est le dernier à avoir rejoint la Jupiler League à Bruges. Il y retrouve ses compatriotes que sont Krépé Diatta, Amadou Sagna, Kavin Diagne, entre autres par le passé aussi. D'autres Sénégalais y sont passés, dont Khalidou Koulibaly qui évolue actuellement sur les couleurs de Napoli, mais aussi le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté. Mamadou Faye, Sénégalais vivant à Bruxelles, entraîneur, formateur, nous parle des qualités du championnat belge. Les joueurs qui sont là-bas, qui partent en Belgique, ils auront la possibilité de progresser sur le plan tactique et physique. Et ils auront plus de temps de jeu pour s'exprimer, plus de temps de jeu pour montrer qu'on ne les a pas amenés pour rien du tout. Donc la compréhension et la patience des entraîneurs, c'est la qualité des entraîneurs belges, comme le genre d'entraîneurs comme Michel Prodhomme, Clément, etc. Concernant Bruges possède plus d'aura et de puissance. Il y a Anderlecht, il y a Bruges, il y a Standard, il y a la Gantoise, il y a Genk, il y a d'autres clubs aussi. Mais Bruges, cette année-ci, je crois qu'ils sont tellement ambitieux que s'ils amènent des joueurs sénégalais, c'est qu'ils savent qu'est-ce que c'est que la valeur des Sénégalais en Belgique. Parce que n'oublions pas que le feu Jules Bocandé et feu Mamadou Tou sont passés par là. On a vu aussi, il y avait Tony Colli, il y avait Daoud Gueye, il y a Karambo, il y a Sarr, il y a Bailey, les meilleurs buteurs. Beaucoup de joueurs sénégalais ont passé par la Belgique et beaucoup de joueurs africains aussi. Si vous vous rappelez, les joueurs ivoiriens, à l'époque, c'était les Ivoiriens. Mais maintenant, c'est les joueurs sénégalais qui sont bien cotés en Belgique. À l'instant donc, Mamadou Faye, un des consultants du doyen Abdoulaye en direct du stade qui revenait donc sur cette nouvelle destination prisée des joueurs sénégalais, notamment la Belgique, un pays qu'il connaît bien pour y avoir vécu, mais aussi pour y avoir, pour plutôt s'être intéressé, Suleiman, donc au football de ce pays. Sodetiam, certainement, toutes nos excuses. Nous reviendrons tout à l'heure sur le match du Sénégal. Le Sénégal qui a concédé donc sa 3e défaite face au Canada. C'était ce matin lors du mondial masculin de basketball qui se déroule en Chine. Rendez-vous est pris pour cet élément dans nos prochaines éditions. Dans notre reportage Tamkharit du jour, nous nous intéressons aujourd'hui à l'une des nombreuses spécificités sénégalaises de l'Achoura. Les 2e, 3e et 4e femmes qui servent le couscous de la Tamkharit à d'autres épouses en ménage polygame, mais plus anciennes qu'elles dans l'ordre d'arrivée. Si tout cela vous paraît trop compliqué, voici les explications dans ce reportage de Marema Diop, notre correspondante à Touba.
Une tradition très ancienne et bien de chez nous, les deuxièmes épouses qui viennent solliciter leur co-épouse pour bien préparer le dîner de la Tamharit. Une manière pour elles d'huiler leur relation en toute humilité. Ndai Anta Fall. C'est une vieille tradition que nous avons héritée de nos aïeux, une belle pratique que nous perpétuons aujourd'hui. Une sorte de cousinage à plaisanterie entre première épouse et deuxième. Tout se passe dans la gaieté. Jadis, les dons en denrées étaient privilégiés, mais de nos jours, ils sont de toutes sortes. Il arrive qu'une coépouse nous remette de jolis boubous, beaucoup de mil, du riz, entre autres, et même des ceintures de perles et de l'encens. Tu sais, nous les deuxièmes femmes, nous adorons ça. À la base, une simple plaisanterie, mais parfois certaines femmes ne se prêtent pas au jeu. Une conversation entre ces deux coépouses trouvée dans leur maison familiale. Il y a de bonnes AO, mais aussi il y en a de très mauvaises qui ne comprennent pas le sens de cette pratique. Elles cherchent à te mépriser en te donnant 25 francs. D'autres se cachent tout ça. Les Nyarel sont nos petites sœurs, mais elles sont très malhonnêtes. Elles gardent jalousement leur argent et viennent nous tympaniser. Mais les vieilles AO comme moi ne se laissent pas faire. Cette pratique est devenue un ciment social qui unit les femmes vivant dans des foyers polygames. La presse de ce jeudi 5 septembre 2019, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Macky Sall en mode fast-track, insécurité routière, rentrée scolaire, politique de santé. Le président Sall presse son gouvernement, titre Le Soleil en manchette. Le journal se fait l'écho du communiqué du Conseil des ministres, le premier après les vacances du gouvernement. Pour Vox Populi, le président Sall se penche enfin sur le sort des Sénégalais. Vous remarquerez la présence de l'adverbe enfin qui indique la fin d'une attente. Il était temps, tant les chantiers sont nombreux. Le journal constate dans la foulée que le chef de l'État a multiplié les directives sur les inondations et les accidents de la route. Mobilisation aux côtés des populations pour leur apporter l'assistance logistique et sociale, dispositif spécial de veille sur les routes, resserrement des conditions de délivrance des permis, renforcement des contrôles et présence dissuasive des forces de sécurité. Le président Sall réclame policiers et gendarmes sur les routes, écrit le journal Enquête. Macky, gendarme contre les faux permis, soutient la tribune. L'Observateur va plus loin. Selon le confrère, le pouvoir est en salle d'urgence. Salle SA2L, jeu d'homonymie autour du patronyme du président. Le journal se fait aussi l'écho du discours de Mohamed Dionne, discours dont il nous dit qu'il était poignant. Macky Sall à l'épreuve de la succession, Sud Quotidien fait focus sur le sujet ce matin. C'est que depuis la sortie du directeur général de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye, un débat s'est installé sur la succession du président Macky Sall. Dans son camp, certains de ses affidés avancent la thèse d'un débat prématuré, oubliant la nécessité pour le successeur de Macky Sall à la tête de l'APR de se préparer pour la présidentielle 2024. Si le chef de l'État, bien sûr, en est à son second mandat. Mais le moins que l'on puisse dire, relève toujours Sud Quotidien, c'est que le choc des ambitions aura bel et bien lieu au sein de ce parti, voire au sein de la coalition présidentielle. Invité à analyser la mise en garde de Macky Sall contre ses ministres et autres collaborateurs désireux de lui succéder, professeur Moussa Diaw éclaire le journal Source A. Selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, le président ne devrait même pas avoir à s'occuper des questions de politique politicienne, à moins qu'il n'ait un agenda caché qui ne cadre pas avec ce qu'officiellement les Sénégalais attendent de lui. En revoilà un cavalier solitaire dans le maquis. Moustapha Diakhaté n'a pas la même vision que la majorité sur la réduction de la facture téléphonique de l'État. Sur sa page Facebook, la PERIS indique que la décision de rationaliser la dépense publique est salutaire. Toutefois, la solution qui consiste à verser une allocation mensuelle pour charges de téléphonie mobile à certains agents est à tout point de vue impertinente. Pour le journal Les Échos, Moustapha Diakhaté brûle la décision de Macky Sall.
Adama Gaye, entendu sur le fond hier, le journaliste zen devant le juge, informe le journal Enquête. Selon Vox Populi, Adama assume ses écrits face au doyen des juges. Pour tous, des juges, pas tous, car l'Observateur nous dit qu'Adama aurait expliqué au magistrat Samba Sall que son compte Facebook a été piraté et qu'il n'est pas l'auteur de certains posts. Une deuxième demande de liberté provisoire introduite. Le quotidien nous dit que désormais Adama se bat pour une LP. Ce dossier sur Saint-Louis, le paradis perdu, nous dit le journal Enquête. Paradis perdu, oui, parce que Dakar n'a pas le monopole de la saleté. Saint-Louis lui tient la dragée haute. Selon le journal Enquête, la Venise africaine classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 a perdu de son lustre. Les autorités municipales butent sur l'incivisme des populations pour lutter contre l'insalubrité. Et puis, entre incommodité et légendes urbaines, le mythe des ébus errants de Dakar, le journal L'Observateur fait un dossier pour vous à ce sujet. Le journal nous dit que le cliché est récurrent à Dakar, que ces ébus errants ont fini d'imposer leurs lois sans que personne ne puisse identifier leurs propriétaires. La parole à Yaraf Youssoundoy. Pour lui, celui qui essaiera de les retirer de la rue prendra d'énormes risques. Ces ébus sont mystiques, ils sont protégés par des forces invisibles. Alioune Badara Samb, le préfet de Dakar, soutient que les propriétaires de ces animaux sont en infraction. Si on les retrouve, ce sera au procureur de la République d'entreprendre des poursuites contre ces personnes-là sans plus de précision. À 12h36, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la crise actuelle à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, le bras de fer qui oppose la direction de l'établissement aux parents des élèves, des filles qui se sont présentées à la rentrée scolaire avec leur hijab, leur voile. Et ce problème qui pose en filigrane la question de la laïcité en milieu scolaire. Pour parler, nous sommes avec le docteur Jean-Alain Goudjabi, enseignant-chercheur en sociologie de l'éducation à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, directeur pédagogique et des réformes universitaires dans cette université. Nous sommes également avec Babacar Mboup, coordonnateur du collectif Andesam Dikoyi, chercheur en civilisation ancienne, société secrète et religion révélée. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, d'abord, docteur Jean-Alain Goudjabi, quel est votre point de vue sur cette situation qui se présente à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc? Voilà, merci pour cette invitation dans ce point de vue. Alors, il me semble qu'il faut préciser un certain nombre de choses, voire clarifier un certain nombre de principes. D'abord, quand on parle de laïcité, de quoi on parle? Il me semble que c'est revenir sur le principe même qui est celui de la séparation de la société civile et la société religieuse, ou alors de l'inclusion de ces deux entités. Mais c'est aussi le principe de liberté qui est donné à tout un chacun de croire et ou de ne pas croire. Alors, il me semble que c'est, comme pour le cas d'espèce, il y a à la fois à préciser le principe de la laïcité et le principe de la laïcité à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser que l'espace scolaire a ses règles de tout point de vue et il est possible que ces règles-là ne soient pas forcément en adéquation avec certaines pratiques qui pourraient être religieuses. À partir de ce moment, on peut penser que l'école Jeanne d'Arc est dans son droit de pouvoir mettre en place un certain nombre de réglementations qui lui permettent d'accueillir un certain nombre d'élèves, pour ne pas dire tous les élèves, moyennant le respect de ces aspérités-là. Tout comme on est en droit de penser qu'on est au Sénégal, et de ce point de vue, il y a une particularité d'une laïcité à la sénégalaise, sur laquelle laïcité on pourrait revenir et discuter, et que l'établissement devrait accueillir les élèves, quel que soit l'accoutrement, il faut l'appeler ainsi pour l'instant, de ces élèves-là. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que le débat est posé, ou en tout cas se pose à mon niveau en tant que sociologue de l'éducation. Mais justement, docteur, c'est là où se trouve toute la difficulté de cette situation, c'est que tout le monde semble avoir raison. Ceux qui préconisent l'acception un peu française de la laïcité
et d'autres qui pensent plutôt qu'il y a une forme un peu sénégalaise de cette laïcité. Donc, la liberté de culte des élèves qui ont le droit de porter des signes extérieurs d'appartenance religieuse, même à l'école, et ceux qui pensent que l'école doit être dépouillée justement de toute revendication extérieure de cette appartenance. Où se trouve le juste milieu? Comment régler ce problème quand on sait que tout le monde a raison, en même temps qu'on peut penser que tout le monde a tort? Alors, je serais très prétentieux de dire que j'aurai la solution. Mais il me semble qu'il faut revenir au fondement de qu'est-ce que c'est que l'école et qu'est-ce qu'on va y faire. Il me semble que si on revient sur le principe de base de l'éducation ou de l'école, c'est justement comment on prépare ces jeunes à être des adultes demain. Il y a toute une dimension de transmission de savoir-être et de savoir-faire. Et à partir de ce moment, est-ce que le fait de venir à l'école en n'ayant pas de voile change quelque chose sur ce principe? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut être un élément perturbant dans l'enceinte de l'école? Ça pourrait. Après, ça dépend de comment ces tenues sont effectivement vécues. Puisque dans d'autres espaces, et c'est là où j'insiste sur le caractère particulier de l'école, l'école est comparable à des lieux institutionnalisés, et de fait, c'est un lieu institutionnalisé. Les lieux institutionnalisés, ça pourrait être l'église, la mosquée, la présidence de la République, l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certaines tenues qui ne sont pas appropriées pour aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que ces tenues ne sont pas bonnes en soi? Non, évidemment. Mais qu'on pense que ces tenues ne sont pas indiquées pour aller à tel endroit. Si l'établissement pense qu'il y a certaines tenues qui ne sont pas indiquées pour aller apprendre au même titre que tous les élèves, de ce point de vue, je pense qu'il ne devrait pas avoir plus de débats que cela. Puisqu'on le voit dans certains établissements autres que Jeanne d'Arc, puisque c'est Jeanne d'Arc qui est cité aujourd'hui, où des tenues sont imposées et que l'élève n'a pas d'autre choix que de porter la tenue qu'exige l'établissement. Très bien, docteur. Laissez-moi introduire Babacar Mboup, le coordonnateur du collectif Andesam Djikoyi, chercheur en civilisation ancienne, société secrète et religion révélée. Monsieur Mboup, vous, que pensez-vous de cette situation? Quelle est votre analyse? Merci d'abord de votre invitation. Je salue aussi mon co-débatteur. Permettez-moi de rappeler en fait, déjà en mai de cette année, Jeanne d'Arc avait déjà annoncé la couleur. Et il y avait un certain nombre d'éléments qu'il faudrait prendre à leur juste valeur et ne pas en tout cas entrer dans des débats creux qui ne peuvent en tout cas que perdurer et susciter de la suspicion. Déjà, quand Jeanne d'Arc avait annoncé que cette mesure-là, en mai, comme je viens de le ministre de l'Éducation de l'époque, M. Mamadou Talla, avait conduit un communiqué pour rappeler, en tout cas pour inviter l'Institut Jeanne d'Arc au respect de la Constitution et aux lois du pays. Lequel communiqué déjà invité, qualifié en fait la décision de Jeanne d'Arc comme un acte discriminatoire, n'est-ce pas, d'ordre socio-culturel, qui se manifeste en tout cas de plus en plus dans l'espace scolaire. Et le ministre disait encore que cette décision de Jeanne d'Arc n'était pas conforme à la Constitution, d'abord à l'article 1er. Je le cite, la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. De plus, la loi d'orientation numéro 91-22 du 30 janvier 91 modifiée précise en son article 4 que l'éducation nationale est laïque. Elle respecte et garantit à tous les niveaux la liberté de conscience des citoyens. Avant de conclure, que c'est à ce titre qu'aucun établissement public ou privé ne peut déroger à ce principe. Ça, je pense que c'était déjà clair. Maintenant, la seconde chose, c'est que dans notre hiérarchie des normes juridiques, c'est la Constitution. Et seule la Constitution
qui est supérieur aux lois et à la réglementation, au règlement. Voilà. Donc, dans notre hiérarchie des normes juridiques, c'est la Constitution qui est au sommet de la pyramide. Et toute loi, tout règlement ne saurait être en désaccord avec cette Constitution. Vous savez, on parle très souvent en fait de cette laïcité-là. La laïcité ne signifie que, en fait, est synonyme de convivialité. Donc, il englobe 3 principes. La tolérance mutuelle, le respect des autres et la liberté absolue de conscience. Si ces 3 principes ne sont pas réunis, on ne peut pas parler de laïcité, qu'il soit à l'école, qu'il soit en fait dans d'autres compartiments de l'espace. Mais M. Mboup, c'est bien là la question, la définition de la laïcité. Quelle acception retenir puisque la Constitution ne clarifie pas justement le contenu de cette laïcité? Chacun y va de sa propre interprétation, dont la vôtre. Non, en fait, je ne vous donne pas en fait mon interprétation. Je vous dis que le ministre de l'Éducation nationale, même ça, avait déjà conduit un communiqué. Je pense que c'était le 3 mai 2019. N'est-ce pas? Oui. Et de surcroît aussi, le ministre avait précisé qu'en sollicitant une autorisation de la tutelle, les établissements privés d'enseignement s'engagent à se conformer strictement à la réglementation officielle. Donc, selon la Constitution et la loi d'orientation 91-22 que je viens en fait d'énumérer. Comme indiqué par le décret numéro 98-562 du 26 juin 1998, modifié aussi, fixant les conditions d'ouverture et de contrôle des établissements privés. Ça, c'est pas en fait mon interprétation. C'est la position officielle de l'État du Sénégal. Maintenant, à défaut de cet engagement, l'Institut Jeanne d'Arc ne pouvait jamais obtenir ou bénéficier en fait d'autorisation. Donc, je considère moi que l'Institut Jeanne d'Arc fait tout simplement de l'excès de pouvoir, s'aventure à une défiance de l'autorité publique et pose des jalons de désamour entre musulmans et chrétiens, ce qui est en tout cas un précédent, ce qui peut en tout cas mener ce pays-là à des lendemains en tout cas sombres. Très bien. J'invite véritablement en fait l'Institut à se conformer en tout cas à la position officielle de l'État du Sénégal. Ce n'est pas en tout cas l'avis en fait d'un musulman ou bien d'un chrétien, mais tout simplement l'avis de ceux qu'on a de la décision collective, c'est-à-dire du peuple sénégalais, et de ceux qu'ils ont tout simplement mandaté pour. Une question très, très complexe. Une dernière question au docteur Jean-Alain Goudjabi, sauf si vous avez une réaction par rapport à ce que Babacar Mboup vient de dire. Est-ce que vous auriez des propositions de sortie de crise actuellement? Bon, avant de parler de propositions, si vous permettrez, je voulais plutôt revenir sur la question du désamour entre chrétiens et musulmans, puisque c'est posé comme étant le risque que court en fait cette situation que ça pourrait nous amener. Pour préciser quelque chose d'assez essentiel, le Sénégal n'est pas plus islamique qu'elle n'est chrétienne. Les deux religions nous sont tous importés et imposés à des moments différents de notre histoire. Mon arrière-grand-père n'est pas plus chrétien que musulman, il est de cette religion qu'on appelle les religions traditionnelles. Pour dire que ce n'est pas cette question fondamentalement qui va diviser le peuple sénégalais, je ne crois pas. Et d'ailleurs, nous sommes par essence laïcs, puisque nous célébrons ici au Sénégal plusieurs tabaskis, il peut y arriver, ou plusieurs corrités, voire même dans une même maison, et on connaît évidemment des familles dans lesquelles il y a chrétiens et musulmans. Je pense qu'on a même dépassé la question du dialogue religieux. Et en le disant, j'invite tout simplement à dépassionner la question et le débat. Il me semble que ce n'est pas posé en termes de chrétiens et de musulmans et en opposition. Tous les musulmans, à ce que je sache, ne portent pas le voile et ça ne pose pas problème à plusieurs musulmans de ne pas porter le voile ou, je veux dire, ou d'être, comment dire, ou qu'on leur impose de porter le voile. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est simplement pour préciser qu'il faut, il me semble, dépassionner la chose, il faut la ramener aux faits, aux éléments factuels. Il y a un établissement qui dit mon règlement intérieur est celui-là,
et évidemment des parents d'élèves qui ne sont pas d'accord. Il y a évidemment, M. Mboub l'a rappelé ici tout à l'heure, la décision plutôt le communiqué du ministre de tutelle qui fait part aussi office de loi, mais c'est un point de vue de l'État qu'on respecte évidemment à sa juste valeur. C'était sa précision que je voulais apporter et le commentaire, si vous permettez. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je voudrais vraiment vous poser une question très, très précise et j'attends une réponse très courte et très précise. À vous, je vais demander, est-ce que l'établissement devrait assouplir sa position et admettre ses élèves au nom justement de cette recherche de la cohésion sociale et d'une paix sociale? Je pense qu'on ne doit pas l'imposer. Il faut que ce soit discuté. Et si l'établissement pense que c'est ce qu'il faut, elle ira vers cette sortie de crise. Très bien. Des discussions sont en cours de toute façon. À vous, Babacar Mboup, une question tout aussi précise et j'attends une réponse la plus courte possible. Est-ce que les parents ne devraient pas simplement inscrire leurs enfants voilés dans d'autres établissements pour sortir de cette crise? Mais point du tout. Pourquoi ces parents devraient inscrire en fait leurs enfants dans cet établissement? Cet établissement privé, comme je l'ai dit tantôt, donc doit se conformer au décret 98-562 maintenant du 26 juin 1998 modifié. Très bien. Donc, pour vous, il faut respecter la loi et la réglementation. Il faut respecter la loi et la réglementation. Très bien. Je vous remercie. Aussi oui. Que le règlement intérieur très brièvement. de cette école ne saurait être au-dessus de la loi et en contradiction avec celle-ci. C'est